je vous l'ai dit maintenant, table ronde consacrée aux actions pratiques. Et nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Vincent Valenduc. Vous êtes médecin généraliste et vous allez nous raconter votre histoire parce qu'il y a des choses tout à fait passionnantes et pourquoi vous êtes allé dans les zones bleues. On va en parler tout de suite. Et j'accueille aussi avec grand plaisir Stijn van Oosteren. Vous êtes attaché diplomatique à l'UNESCO et surtout vous êtes un passionné de vélo. Alors quand on va vous entendre parler, vous êtes néerlandais, ça c'est clair, mais vous avez un accent merveilleux, mais vous parlez très bien français et vous êtes porte-parole du collectif Vélo Île-de-France. Alors Vincent Valenduc, on va commencer par vous. Vous êtes médecin généraliste, vous êtes également, vous le connaissez, il est chroniqueur à Télématin, donc c'est pour ça que son visage vous disait quelque chose, c'est bien lui en effet. Et vous avez parti en quelque sorte dans les zones bleues, ces zones où il y a beaucoup de centenaires. Pourquoi vous avez été motivé pour faire ça? Les zones bleues, c'est des endroits où il y a une concentration de nonagénaires et de centenaires en excellente santé. Il n'y en a que 5 au monde. La plus connue, c'est l'île d'Okinawa au Japon. Vous avez une petite zone au Costa Rica. Il y a également une petite zone en Californie, la Grèce et la Sardaigne. À chaque fois, des petites régions. Et effectivement, je ne connaissais pas du tout ce concept. Et puis un jour, on m'a proposé de participer à ce programme. Et je me suis dit, bon, moi, ma mission, c'était d'être médecin. Je le suis toujours. C'est ma première vocation. Et ensuite, pourquoi ma motivation d'aller rencontrer ces centenaires en excellente santé et les chercheurs aux 4 coins du monde? C'est parce que dans ma vie, ma petite maman, j'ai une jeune maman qui a une maladie d'Alzheimer précoce, donc effectivement ça a commencé à 52 ans. À ce moment-là, on m'a proposé d'aller rencontrer les centenaires qui étaient en excellente santé. Ça m'a sonné comme une évidence et je me suis dit, écoute, fais ta thérapie de cette manière. Et donc, j'ai voulu aller rencontrer ces centenaires et nonagénaires pour essayer de comprendre quels étaient les secrets de la longévité. Mais on a quand même envie de vous poser la question parce que vous dites, on va trouver les secrets de la longévité. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué? Quels sont les dénominateurs communs? Qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement appliquer? Alors, c'est plusieurs questions, mais d'abord, quels sont les secrets de la longévité? Quels sont les caractères communs de ces centenaires? Il y a des piliers qu'on connaît tous et effectivement, on connaît tous le pilier de l'alimentation qui est très important. Vous en parliez au cours de la matinée, de manger varié, équilibré. Et c'est l'une des choses qu'on a pu constater sur place. Effectivement, ce sont des centenaires qui malheureusement, n'ont jamais voyagé. Ils ont mangé de la nourriture toujours locale, non transformée, bio, sans pesticides. Malheureusement ou heureusement? Je me dis que c'est quand même une chance de pouvoir voyager, de pouvoir découvrir la diversification alimentaire mondiale. Je trouve ça génial de goûter tous les aliments au monde. Néanmoins, Gianni Pesce, qui est un médecin en Sardaigne, me disait qu'en fait, ce fait d'avoir une alimentation plutôt monotone, adaptée à la saison et locale, serait pour lui un facteur protecteur. Et il m'expliquait, par exemple, moi je suis normand, mes grands-parents sont normands, mes parents sont normands. Il m'expliquait qu'en fait, pour ma santé, il serait plutôt bon que je ne mange que des produits qui ont poussé sur les terres de Normandie, parce que sinon je provoquerais un stress oxydatif au niveau de mes cellules intestinales. Donc le microbiote serait tout chamboulé. Ouais, pour lui, c'est un argument, c'est un facteur de longévité qui est intéressant. Alors c'est pour ça que je vous disais effectivement, est-ce que j'aurais envie de manger tout le temps la même chose de manière monotone? J'en suis pas certain. Donc c'est parfois un peu compliqué de ramener un peu dans nos sociétés un peu modernes ces secrets de longévité. Le deuxième, c'est le lien social qui est capital et primordial. Tous ces centenaires sont réellement au sein de la famille, c'est le pilier, chose que nous on n'arrive pas toujours à mettre en place dans nos sociétés un peu plus modernes. Tous ceux qu'on a pu rencontrer parfois étaient à 3 ou 4 générations sous le même toit. J'ai souvenir d'une petite dame de 104 ans qui vivait sous 4 générations sous le même toit. Alors c'est pas non plus facile tous les jours, c'est pour ça que je vous dis, est-ce qu'on pourrait l'appliquer aujourd'hui dans nos villes? C'est une nouvelle fois très compliqué. Néanmoins, ces centenaires avaient réellement un rôle dans la transmission pour les plus jeunes, se sentir encore utile, éviter l'isolement, ça c'est capital. Et est-ce que c'est un axe de recherche qu'on peut nous essayer de mettre en place dans les années à venir? Parce que c'est vrai qu'on le voit aujourd'hui, on est plus préoccupé par la construction d'EHPAD et de structures d'hébergement qui est nécessaire. Encore une fois, il faut essayer d'adapter, mais je pense qu'il faudrait aussi au mieux optimiser le maintien à domicile dans des bonnes, et dans des bonnes conditions. Effectivement, c'est des choses qui sont très très importantes. Et ça, on l'a constaté effectivement. Toute la famille était autour et réunie autour des centenaires. Jean-Michel. Oui, moi, je suis tout à fait d'accord sur l'importance de la lutte contre l'isolement, le lien social, la lutte contre la sédentarité. Sur l'alimentation, autant je suis persuadé que l'alimentation est importante, autant il faut faire attention à ce que les gens disent. Parce qu'on dit parfois ce qu'on a envie d'entendre, que l'alimentation locale, pure locale, soit vraiment source de tous les bienfaits. Je pense qu'il y a une certaine sobriété, une certaine frugalité, une certaine qualité de l'alimentation
l'alimentation. Je donne toujours l'exemple de ma grand-tante qui est morte à 100 ans et qui toute sa vie n'a jamais mangé. Vous avez de bons gènes, mon cher Jean-Michel? 100 ans, oui, oui. Elle avait une alimentation qui était catastrophique et elle a vécu jusque 100 ans en très bonne santé. Elle mangeait aucun produit frais parce qu'elle n'avait pas de frigo. Elle ne mangeait que des biscuits et puis des conserves. Et voilà, il y a aussi des facteurs génétiques. Je suis d'accord avec vous. Qu'on soit prudent. Mais c'est pas un exemple. D'accord avec vous. Non, c'est effectivement, voilà, c'était un des points communs sur ces 5 régions, mais néanmoins, je vous rejoins. Est-ce que justement, alors on va revenir sur ces centenaires, est-ce qu'en fin de compte, cette notion de télomère qu'on voyait avec Éric Gilson tout à l'heure, est-ce que c'est des choses qui, dans ces différents pays, ont été étudiées? Est-ce qu'on a une idée en se disant, en fin de compte, c'est normal, dans tous ces pays-là, ils ont des télomères plus longs? En effet, ça a été étudié au Costa Rica. Les scientifiques se sont intéressés aux télomères des centenaires. Bon, je ne reviens pas sur l'explication des télomères, je pense que vous avez déjà tous abordé le sujet précédemment, mais effectivement, chez les centenaires, la longueur des télomères était plus longue, et ils se sont intéressés sur pourquoi et comment, et donc à savoir est-ce qu'on pouvait les rallonger, est-ce qu'on pouvait ralentir le raccourcissement de ces télomères, et donc ça c'était un constat qui a été fait chez les centenaires, les télomères étaient plus longs au Costa Rica. Donc c'est une réalité. Vous restez avec nous, bien sûr, Vincent Valenduc. Stein van Steren, on a vu que dans les éléments, à la fois dans le reportage et dans ce que disait Vincent, l'activité physique est un élément important. Vous êtes un spécialiste du vélo, pratiquant, et en même temps, vous en parlez beaucoup. Et il y a quand même un élément qui vous paraît important, c'est de dire, est-ce que les médecins sont convaincus que le vélo et l'activité physique, c'est vraiment bien ? Convaincu, oui. Merci pour l'invitation. Convaincu, oui, je pense, mais le prescrire, pas tout à fait, toujours. C'est pour ça que j'ai choisi cette image qui apparaît à l'écran. Le guichet de faire du vélo est un peu vide. Et en fait, je suis tombé sur un sondage qui était révélé par le Club de Villes et Territoires Cyclables, qui disait que 86% des médecins croient que l'activité physique, c'est bon pour la santé, mais que 46% d'entre eux, c'est-à-dire presque la moitié, ne le prescrivent jamais. Ça veut dire ne le suggère même pas à leurs patients? Ne le suggère même pas. Et j'étais très étonné, je suis presque tombé de mon vélo quand j'ai lu ça. Et ensuite, j'ai lu les raisons pour lesquelles ils ne font pas ça. Et en fait, ils ont 2 raisons. Ils disent, déjà, on n'a pas les consignes, voilà, premièrement. Et puis, les patients le demandent. En fait, pour eux, c'était plutôt une démarche de la loi. 76% des médecins disent, on va le prescrire, mais à condition que ça soit introduit par la loi, une sorte de démarche introduite par la loi. Et moi, ça m'étonne parce que je me dis, mais c'est qui mon médecin? Est-ce que c'est le médecin ou est-ce que c'est la loi? Ça devrait être automatique quand même de prescrire. D'autant plus que c'est une recommandation de l'OMS de faire 30 minutes d'activité physique tous les jours. Moi, je dirais que ça devrait être écrit sur le médecin et le médecin ensuite le souligne. Et puis, pour cette deuxième question qui était les patients qui ne le demandent pas, mais la sédentarité, elle est addictive. On sait que les personnes sédentaires, elles aiment être sédentaires et ne vont jamais demander au médecin dites-moi de faire de l'activité physique. Donc je pense que c'est très important que les médecins le prescrivent activement pour que les personnes âgées soient stimulées à le faire et que le guichet ne reste pas vide. Est-ce qu'il y a une différence entre les médecins pratiquants et les non pratiquants pour la prescription ou l'encouragement à l'activité physique? Pratiquants de l'activité physique, je parle. Ça, j'aimerais bien le savoir. Je pense que souvent, en fait, dans des entreprises, par exemple, s'ils ont une politique pro-vélo, ça dépend de la question de savoir est-ce que le DRH fait du vélo ou pas. Peut-être pour les médecins, ça paraît. C'est souvent ça. Justement, on parlait d'activité physique. Les centenaires, ils font quoi comme activité physique? Ça que vous avez rencontré? En fait, ils ont conservé, ils étaient contre la sédentarité. J'ai souvenir d'un monsieur au Costa Rica qui faisait du vélo tous les jours. Il y en avait un qui avait un vélo d'appartement, un autre qui montait à cheval. Donc l'activité physique était conservée. Le point important, je trouve, sur l'activité physique, moi, mon cerveau, quand il pense activité physique, il pense marathon, basket, course à pied, mais finalement, la marche est suffisante, même à son niveau, adapté à sa fonction cardiaque. Mais je pense qu'il faut aussi retirer de sa tête le mot activité physique avec quelque chose de douloureux, de souffrance, des baskets et un jogging et de la transpiration. Non, on peut être actif sans avoir à faire un marathon de New York. Alors justement, on se dit, mais attendez, faire du vélo, une personne âgée, elle va tomber à se casser le col du fémur, ça ne va pas du tout. C'est pas un petit peu antinomique, cette affaire? C'est un peu le problème. Quand moi, je parle justement aux élus qui ont la responsabilité de créer des villes qui donnent envie de faire du vélo, la première raison qu'ils me donnent pour ne pas créer des pistes cyclables, c'est les personnes âgées. Ils disent, on va quand même pas mettre papy ou mamie sur le vélo, c'est dangereux, etc. Et ils doivent se garer.
Et moi, étant hollandais, venant d'un pays où les personnes âgées font tous du vélo, c'est comme marché en fait, tout le monde se déplace comme ça m'étonne beaucoup, surtout sachant qu'aux Pays-Bas, le groupe le plus grand d'adultes qui se déplacent à vélo, ce sont justement les seniors, entre 65 et 75 ans. Et les personnes au-delà de 75 ans, en fait, elles font presque un tiers de leur trajet à vélo. Vous vous rendez compte? Et avec le vélo électrique, ça s'allonge, l'âge de faire de vélo, ça s'allonge, les distances. Les personnes âgées ne font plus des balades de 15 km, mais de 60 km, parce que c'est très facile. Et même les personnes à mobilité réduite, les personnes handicapées, font du vélo aux Pays-Bas. 16% d'entre elles se déplacent à vélo parce qu'il y a ce réseau de pistes cyclables. Donc voilà, notre appel du collectif Vélo de France et de toutes les associations de vélo de France, c'est vraiment créer cette ville qui donne envie aux personnes âgées. Parce que, en fait, ça n'a rien à voir avec la culture. On me dit souvent, oui, mais Stein, tu es hollandais, c'est dans votre culture. Mais non, si les personnes âgées font du vélo aux Pays-Bas, c'est parce qu'on leur a donné des rues qui donnent envie de faire du vélo. Hein, je peux montrer cette photo, peut-être? Oui, il faut juste la changer. Vous avez le petit zappette pour appuyer sur le bouton. Voilà. Tac. Voilà. Là, je donne... Le micro. Voilà, ça c'est une photo qui est à 200 mètres de chez moi. C'est un trottoir français habituel qui n'est pas fabriqué pour les piétons mais pour les voitures. Parce qu'en fait c'est devenu ce que j'appelle un trottoir montagne russe qui est ondulé à cause des bateaux qui sont parfaitement inutiles parce que la voiture n'a pas besoin d'un bateau pour traverser 2 fois par jour un trottoir. Par contre, les personnes âgées ont besoin d'un trottoir parfaitement plat pour pouvoir marcher et avoir envie de marcher. Parce que quand vous dites le vélo, en effet, c'est sympa. Mais dans Paris, à l'heure actuelle, je pense que vous qui nous regardez, dans Paris, vous dites quand même que parfois c'est un peu dangereux, non? Pourtant, il y a des couloirs à vélo. En fait, non, il y a une dangerosité subjective. On a peur parce qu'on pense que c'est dangereux. Mais en fait, les faits, c'est que ce qui est dangereux, c'est nager. C'est ce qui est dangereux. Il y a 1000 personnes en France qui décèdent chaque année parce qu'ils nagent, alors qu'il y a 160 personnes qui décèdent parce qu'ils font du vélo. Pourtant, personne ne va dire « Ah, je ne vais pas aller à la plage parce que c'est trop dangereux ». Donc, en fait, c'est dans la tête que les gens ont peur et c'est pour ça qu'ils ne font pas de vélo. Et si vous créez des trottoirs plats, les gens ils vont marcher. Si vous créez des pistes cyclables, en fait, sur cette même photo, vous voyez un cycliste qui roule sur le trottoir parce qu'en fait la route c'est une route départementale où il y a de la place pour créer une piste cyclable mais ils n'ont pas créé de piste cyclable, du coup la personne a peur. Et ça on peut le changer avec des infrastructures pour lesquelles sont responsables les techniciens et les élus. Est-ce qu'il y a d'autres bénéfices à faire de l'activité physique ou à faire du vélo en l'occurrence, ne serait-ce que dans la relation sociale? Complètement, on en a parlé tout à l'heure, l'aspect social. Pour moi, le vélo, et pour tout le monde, le vélo, en fait, c'est un outil social. C'est quelque chose qui vous amène dans la rue. Et c'est ce qui vous fait sortir. Parce que pour les personnes âgées qui sont en train de perdre un peu leur contact, leur monde social autour d'eux, ils ont besoin de quelque chose qui les stimule, qui les amène à l'extérieur. Et la rue, c'est cet endroit, avec cette mixité extraordinaire, tout le monde est là, où ils vont maintenir leur capacité à établir un contact avec les autres. Et aussi avoir envie de sortir. Parce que tout à l'heure, on a parlé aussi de l'équilibre. Voilà, le mot équilibre est très important. Le vélo, c'est l'outil par excellence d'exercer sa capacité à tenir son équilibre. Si vous le faites, en fait, voilà, même sur un siège, voilà, c'est un exercice d'équilibre, vous prenez confiance en vous-même. Et c'est cette confiance qui va permettre à la personne âgée de dire je suis pas mal, je suis bien, et donc du coup, j'ose aller dans la rue. Le vélo électrique renforce encore plus cette capacité en fait, de se sentir à l'aise, et du coup, le fait d'être sûr de soi-même, ça va donc aider la personne à sortir et de voir les autres. Du coup, il y aura un effet positif parce que je suis dans la rue, je suis vu, j'existe. Il y avait une dame avec qui on avait fait du vélo, une dame âgée, et après elle disait « Vous vous rendez compte, les gens nous voient ». Parce que tout simplement, on est dans la rue, je ne suis pas dans ma chambre. Et en fait, pour elle, c'était un changement majeur. Parce qu'on est tous des êtres sociaux, on a besoin d'être vus, d'exister au regard des autres. Oui, puis l'équilibre avec le vélo, c'est seulement si on avance. Tout à et donc fait. Ça, c'est très intéressant parce qu'avancer dans la vie, c'est important aussi. Exactement, c'est ça. C'est un exercice très particulier. Et d'ailleurs, parce qu'on pourrait dire, ça c'est compliqué aussi parce que parfois on a du mal à avancer, à tenir son équilibre. Il y a les tricycles. Je voudrais vraiment mentionner dans ce débat. Il y a absolument en France des communes qui d'ailleurs s'occupent d'emmener même les personnes plus âgées. Tout à fait. Voilà, à vélo sans âge, ça s'appelle. Mais j'ai récemment découvert que la ville de Nice a mis en place des vélos en libre service, voilà, comme à Paris les Vélib, mais en version tricycle.
C'est extraordinaire. Du coup, les personnes, ils ont pensé aux personnes âgées. Justement, ils ont pensé au vélo comme ne pas étant un sport, mais un transport. Parce que sur un tricycle, vous avez un panier à l'arrière, qui fait le coffre d'une voiture, dans lequel vous transportez ce que vous voulez. Et du coup, les gens, ils peuvent aller faire leurs courses avec un tricycle. Et ils retrouvent le triporteur. Oui, tout à fait, le triporteur. Oui, mais le triporteur, ça fait... Nous, en tant qu'association, ça fait souvent penser à ce gros vélo cargo avec le gros bac devant. Non, ça c'est trop compliqué. Vincent Valenduc, où est-ce que vous iriez quand vous aurez 90 ans pour fêter vos 100 ans? Le Havre, je retournerai en Normandie, je pense. C'est ma région, donc je vais rester fidèle. Et alors, donc, un dernier mot quand même sur ces centenaires. Est-ce que... là, on a vu qu'il y a ces zones bleues. Hein, on dit les zones bleues. Alors, on dit les zones bleues. En fait, j'ai regardé parce que je me disais pourquoi des zones bleues. Alors, il semblerait qu'en fait, ce soit les chercheurs qui, la première fois, quand ils ont voulu délimiter sur la carte de Sardaigne, en l'occurrence la chose, ont tout simplement tracé du bleu. Voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est devenu les zones bleues. Est-ce qu'il y a d'autres régions qui sont en train de pointer avec plus de centenaires? Il y en a quelques-unes, mais enfin, elles ne répondent pas à la définition d'une hyper-concentration de nonagénaires et de centenaires. C'est combien d'ailleurs la concentration? Là, j'ai pas le chiffre en tête. Je sais qu'au Costa Rica, on avait fait la feria à Sul. Vous avez réuni tous les centenaires. Il y avait 42 centenaires autour de nous, ce qui paraît juste hallucinant. C'était à Nicoya, au Costa Rica. Tous très en forme, il y a une fête qui les célébrait totalement. Je vous le disais, on est vraiment dans la bienveillance totale et puis on les intègre totalement à la société, à la vie de la société. On n'est pas là en train de se dire ce sont des retraités, on les met de côté et puis ils nous ont merci pour ce que vous avez fait. Non, ils sont proactifs encore au maximum. Et en France, il y a de plus en plus de centenaires? Il me semble avoir lu une étude sur l'INSEE qui rapporte 75 000 centenaires en 2040. C'est le chiffre que j'ai en tête. Hein, mais là, ça va être fantastique. Ça. Non, mais effectivement, on est amené à avoir de plus en plus de centenaires. Donc, il faut s'y préparer dès maintenant et les garder, les intégrer au maximum dans notre société, oui. Dernière petite question pour Stein. Ça a des vertus thérapeutiques aussi? Alors, vous aviez amené un petit film qu'on n'a malheureusement pas le temps de passer, mais je crois que ça a aussi des vertus thérapeutiques. Vous m'avez interpellé avec cette observation. Oui, en fait, c'est une vidéo, effectivement. Mais déjà, c'est bon pour le moral, le vélo, hein, ça, il faut pas l'oublier non plus. Mais en fait, il y avait effectivement une personne qui souffre de Parkinson, qui est une maladie pas curable, c'est très, très compliqué. Et c'est une vidéo dans laquelle vous voyez un homme qui n'arrive pas à marcher, il n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre. C'est très difficile à regarder pour moi quand j'ai découvert ça. Et ensuite, cette même personne qui tremblait vraiment comme ça, ils l'ont mis sur un vélo et là, il est parti comme une flèche. Mais vraiment, il a retrouvé toute sa fluidité dans ses gestes grâce au vélo. Et c'est un peu comme le bègue qui a du mal à parler. En fait, quand il chante, il retrouve un peu sa fluidité. Donc je pense que le vélo, ça met une sorte de mélodie dans votre vie. C'est pas de la poésie, c'est vraiment une sorte de fluidité que vous n'avez pas quand vous êtes bloqué en train de marcher. Et voilà, donc je conseille vraiment le vélo à ces personnes pour retrouver leur fluidité. Un passionné. Vous faites du vélo, Vincent? Je cours, mais pas de vélo. Je vais m'y mettre. Voilà, absolument. Comme ça, après, pouvoir faire du triathlon. Voilà, vous restez avec nous. Une table ronde suit, encore une fois, sur des actions extrêmement pratiques. Et puisqu'on parle d'activité physique, bien sûr, on ne pouvait pas ne pas redemander à Michel Drucker qu'est-ce qu'il fait comme sport. À tout de suite. Pour rester jeune, il faut faire marcher la machine régulièrement. Et marcher, c'est le mot. Donc, il faut marcher, il faut courir si l'on peut, même si quand on a une surcharge pondérale, ce n'est pas très bon pour le dos ni pour les genoux. Moi, j'ai toujours fait du sport. J'ai pédalé assez tard, mais je me suis rattrapé depuis. J'ai commencé le vélo à 40 ans, ce qui était tard. J'ai nagé, j'ai découvert la natation, j'ai marché, j'ai respiré. Et depuis quelque temps, j'ai découvert le rameur. Le rameur, c'est excellent. Et c'est un secret pour personne. J'ai eu un très grave pépin de santé, il n'y a pas si longtemps, cardiaque. Et si j'avais eu une surcharge pondérale, si je n'avais pas fait de sport, on ne m'aurait sans doute pas opéré. Si je me suis sorti d'une endocardite infectieuse de la valve mitrale, les spécialistes du cœur savent ce que c'est. Si je me suis sorti d'un triple pontage, c'est justement parce que je faisais du sport. Sinon, je ne serais pas là pour vous raconter tout ça. Donc, il faut marcher, il faut bouger, il faut faire des étirements. Et il faut dormir tôt, minimum 6-7 heures. Et c'est très important le sommeil, même la sieste. J'ai appris, moi, à faire des siestes courtes. C'était le cas de mon papa, qui était un médecin qui a exercé très tard son métier. Des siestes, et puis, je le répète, pas de tabac.